Salut! Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. En fait, durant toute cette vidéo, je confonds deux personnages de Ghostbusters, c'est-à-dire que je dis très souvent, c'est la petite fille de Vecman, un des personnages. Pas du tout. En fait, Vecman est joué par Bill Murray. Mais donc, quand je dis la petite fille de Vecman ou la famille de Vecman, en fait, c'est la famille de Spengler. Ça change rien à l'argumentaire. Donc voilà, je suis désolé. Bon, là, ça tourne. Quel enfer! En fait, je viens de tourner une grande partie de la vidéo, sauf que j'avais tout simplement pas appuyé sur le bouton play, donc je me déteste. Bref, le son, c'est bon, ça marche. Allez, on y va. Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle critique cinématographique, puisqu'on va parler de deux films. On va parler donc de Matrix Résurrection et de SOS Phantom Afterlife, aussi appelé Ghostbuster Afterlife, aussi appelé Ghostbuster 3, et Matrix, qui est aussi appelé Matrix 4. Là, le seul point commun avec les deux autres vidéos que j'ai sorties sur la chaîne, c'est que ça va spoiler un max. Donc si t'as vu aucun des deux films et que tu veux pas te faire spoiler, bah pars. Mais si jamais tu as vu les deux films ou tu t'en fous d'être spoilé, reste. S'il te plaît. Donc, cette vidéo, elle est un peu différente. Ça va pas être une critique en mode « Ah, c'est bien, c'est pas bien ». Là, on va davantage parler du film et, entre guillemets, ce que leur production, ça veut dire, en fait, pour le cinéma en tant que tel. Parce que ces films, comme tu as pu le remarquer, ils ont pas grand-chose à voir ensemble. Ils parlent pas du tout de la même chose. Ils sont un peu sortis au même moment. Un en novembre, l'autre en décembre 2021. Mais c'est à peu près tout. Ils n'ont pas tant de points communs, mais je trouve qu'ils portent un message commun et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Parce que en fait, le but ici, ça va être de répondre à pourquoi on peut être content avec des limites que ces films existent en fait. Et pour y répondre, on va donc organiser la vidéo en trois parties. Une première partie, on va expliquer pourquoi on peut comparer ces films. Une deuxième partie qui va répondre à la question pourquoi donc en fait c'est une bonne nouvelle que ces films existent. Et la troisième partie, on va apporter un peu des nuances parce que c'est pas non plus des chefs-d'œuvre du 7e art. Donc on commence tout de suite avec la première partie qui va être donc les points communs entre ces deux films. Le premier point commun qu'on peut observer entre ces deux films, c'est que ce sont tous les deux des suites de films qui sont sortis il y a quand même un sacré bout de temps. Matrix 4 Résurrection est la suite directe de Matrix 3 Révolution, qui lui est sorti donc en 2003. Ghostbuster Afterlife est lui la suite de Ghostbuster 2 qui est sorti en 1989. Donc on a une suite d'un film sorti il y a 19 ans et l'autre une suite d'un film qui est donc sorti en 1989, 2021 moins 1989, 32 ans, à peu près 32 ans. Le deuxième point commun qu'on va observer entre ces deux films aussi, c'est que ce sont dans leur ensemble des reboots. Ce que j'entends par reboot ici, c'est que ce sont donc des films qui s'inscrivent dans un univers qui existe déjà, de franchises qui existent déjà, mais qui cherchent à s'en détacher en vraiment introduisant toute une flopée de nouveaux personnages pour pouvoir reprendre le flambeau par la suite, ou en tout cas mettre tout en place pour démarrer entre guillemets une nouvelle franchise. Ghostbusters, c'est très évident, comme donc c'est la petite fille de Vecman, donc un des Ghostbusters originaux, où elle hérite de la maison, enfin pas la petite fille mais sa mère, mais bref, ils trouvent les différents éléments pour chasser les fantômes, ils font tout le long du film, s'organisent autour d'une chasse aux fantômes avec des indices laissés par Vecman, et à la fin finalement, les Ghostbusters, les originaux arrivent, passent le flambeau, et on a tous les éléments setup pour une suite, notamment avec la scène post-crédit, où Winston, qui est donc joué par Ernie Hudson, rachète la caserne de pompiers originale à New York, et en fait à la fin dans la cave on voit le petit clignotement qui nous dit ah il y a d'autres fantômes qui arrivent, bon bah qui c'est qu'ils vont probablement appeler, who you gonna call, les Ghostbusters, et donc forcément ça va être la nouvelle génération qui nous a été présentée. Pour Matrix, je reconnais que mon argument des reboots est un peu plus tiré par les cheveux, quoi qu'il fonctionne quand même relativement bien, dans le sens où on a une flopée de nouveaux personnages qui arrivent. Je pense particulièrement à Neil Patrick Harris qui joue donc le psychologue, qui pourrait très facilement revenir en tant que méchant. On a toute la nouvelle résistance qui peut aussi très facilement revenir. Et pour une suite, on n'a plus réellement besoin de Neo ni Trinity, puisque en fait ces personnages-là vont construire entre guillemets leur propre monde et vont avoir le même rôle que l'architecte. En fait, ils pourraient être là en filigrane au loin, mais l'histoire, on n'a plus besoin d'eux pour avancer l'histoire. Comme je l'ai dit, on a toute une flopée de personnages qui vont pouvoir reprendre le flambeau de Matrix pour continuer l'histoire sans eux. Et quand bien même, en plus, leur arc narratif est terminé puisque il y a tout le lien entre les deux que l'élu a libéré, enfin les élus du coup ont libéré un peu le monde des machines, en tout cas cette simulation des machines. Donc à partir de là, le monde doit se reconstruire. Et on peut partir de là avec les
personnages qui nous ont été présentés durant le film en fait. Et donc on voit bien que c'est mix entre les anciens et les nouveaux personnages, donc ça s'inscrit un peu entre les deux si vous voulez. Et en fait ces deux films là, ils ont un énorme point commun, c'est qu'ils poursuivent la tendance d'Hollywood qui a décidé principalement d'arrêter de créer. C'est-à-dire que Hollywood s'est vraiment mis dans la tête, et on peut pas lui en vouloir, que c'était plus rentable de faire des films qui jouaient sur des ressorts qu'on connaissait déjà. Et donc le reboot est une forme, reboot, remake, sont des formes de films justement qui permettent de faire ça d'une manière finalement très facile et qui va être très rentable. Et pourquoi on peut pas leur en vouloir? Parce que quand on prend le top 5 ou le top 10 des films les plus rentables ou qui ont eu le plus de succès au box-office, on en a quand même une flopée qui sont basés sur cette idée-là. Que ça soit Le Roi Lion, que ça soit Star Wars 7 qui fait quand même énormément appel à la nostalgie et qui n'est, je l'entends, pas un remake, qui est plus une suite de l'univers, mais qui se base énormément sur un univers déjà acquis. Et encore un autre exemple, on a aussi l'exemple de Jurassic World qui a été un énorme succès et qui nous amène bien évidemment dans un territoire qu'on connaît déjà, qui est celui de Jurassic Park. Même encore Spider-Man No Way Home, allez voir ma vidéo à propos de ça, on voit bien que ce sont des films qui se basent essentiellement sur la nostalgie, en tout cas qui nous amènent dans un terrain dont on connaît déjà les fils, dont on connaît déjà l'univers. Le dernier gros film, je pense, qui a excessivement marché et qui contredit ma théorie dans les dernières années, ça a été Avatar. Quoique Avatar a un scénario très très plat, et peut-être qu'un jour on fera une vidéo pour dire à quel point Avatar c'est mauvais. Probablement aux alentours de la sortie du 2, si on est toujours sur YouTube et si un jour il sort. Donc on peut pas vraiment en vouloir à Hollywood, parce que dans le sens que Hollywood a décidé que le cinéma devait être rentable et que donc forcément il va aller vers quelque chose qui est rentable. Et ces films-là marchent. Donc on est un peu coupable d'aller voir ces films et de les aimer, mais d'un autre côté ils sont un peu coupables de nous servir que ça. Donc tout ça pour dire que Hollywood a tendance à de moins en moins créer, à surfer de plus en plus sur le passé pour des questions de rentabilité. Mais dans notre cas, ce que je suis en train de dire, ça s'applique oui et non. Parce que Ghostbusters a été un film très rentable, puisque Ghostbusters a coûté 75 millions de dollars à faire et en a rapporté 194. Et à l'inverse, Matrix 4 a lui coûté 190 millions de dollars à faire et n'en a rapporté que 140, donc avec une perte nette de 50 millions de dollars. Il est très peu rentable finalement. Donc on en arrive à la conclusion, après avoir comparé relativement vite fait ces deux films, qu'il n'y a pas de créativité réelle dans les deux films. Ils surfent sur un univers qui existe déjà, sur quelque chose qui est déjà bien ancré dans l'imaginaire collectif et dans la culture cinématographique populaire générale. Un film sur deux n'est pas rentable. En quoi c'est une bonne nouvelle que ces films-là existent? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie. Oh, Mr. Anderson. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien premièrement parce que ce sont des bons reboots. Parce qu'il y a un respect de l'univers précédent. Bien évidemment dans Ghostbusters, donc ça passe par tous les éléments thématiques entre guillemets. On a un fantôme un peu glouton, de fantômes semi-méchants, semi-gentils. On a bien évidemment la voiture, on a aussi les armes. Toutes ces choses-là anciennes qui font que ça s'inscrit dans un univers qui est connu. D'où viennent tous ces objets-là? Ils viennent en fait, tous ces objets ou tous ces éléments-là, ils viennent essentiellement des personnages donc d'avant, des personnages des films qu'on a déjà vus, donc par exemple dans le cas de Ghostbusters, donc des deux premiers films. Dans le cas de Matrix, c'est pareil, tout le film s'inscrit dans l'ancienne trilogie, ça reprend les mêmes éléments, le début du film, c'est pareil, c'est un mec qui vit sa vie, qui passe sa vie derrière les ordinateurs et qui se rend compte que le monde dans lequel il est, c'est une simulation, qu'il faut qu'il passe du coup d'un univers à l'autre. Enfin, tout un moment, le personnage se rend compte que dans le monde dans lequel il vit, il n'existe pas réellement. On a bien évidemment les mêmes scènes aussi, notamment dans le théâtre, quand ils font rejouer la scène dans le théâtre pour mettre à l'aise Neo, etc. Le message sous-jacent à ça, ce n'est pas dire ce que vous avez vu avant n'existe pas, c'est de dire tout ce que vous avez vu avant existe et on va inscrire tous les éléments nouveaux dans cette réalité déjà existante. Et ça en fait déjà un bon reboot parce que c'est un élément très important en fait. Parce que ça découle après un scénario qui prend part dans l'univers qui existe déjà, tout en incorporant une nouvelle patte, de nouvelles choses qui va faire que le film va lui-même avoir sa propre signature en fait. Et ça permet en fait d'avoir une histoire originale entre guillemets qui s'inscrit dans un univers que l'on connaît déjà bien et qui permet vraiment l'idée de passer le flambeau en fait. Et clairement en fait c'est que un très bon reboot c'est un scénario dans lequel on aurait pu se dire mais en fait c'est clairement la suite qu'on est en train de regarder, c'est pas quelque chose de tant original que ça. Et tant Matrix que Ghostbusters réussissent ce pari-là qui est d'introduire des nouveaux personnages, de créer entre guillemets une nouvelle histoire, tout en se basant dans un univers et dans des éléments que l'on connaît déjà très bien. Le deuxième élément aussi qui fait que c'est un bon reboot slash remake,
c'est parce qu'en fait, ils cherchent à créer dans cet univers que l'on connaît déjà, ils essayent d'apporter quelque chose de nouveau. Notamment Matrix, on le voit bien au travers de la gestion de la lumière et de la luminosité, le filtre Instagram qu'on a entre guillemets à peu près tout le temps, ça montre bien cette volonté de vouloir briser avec l'ancienne trilogie qui elle était beaucoup plus sombre / verte. Et donc ils sont obligés d'avoir une nouvelle identité visuelle. Les machines dans Matrix aussi sont beaucoup plus belles et on voit qu'ils ont essayé de reprendre l'ancien modèle tout en l'améliorant et de le rendre un peu plus beau. Après on peut dire j'aime pas, il n'y a pas de problème avec ça, mais on peut pas leur en vouloir d'avoir essayé de faire quelque chose d'un peu nouveau dans un univers que l'on connaît déjà, et j'insiste sur ce point. Et c'est exactement la même chose avec Ghostbusters Afterlife. Quand on prend par exemple les chiens de l'enfer là, on voit par rapport au premier Ghostbusters, on voit qu'il y a un vrai travail derrière parce qu'en fait ils ont essayé de mieux les faire, mais tout en respectant le côté un peu pâte en papier mâché cartonné du design en fait qui avait été donné lors du premier film. Et ça, c'est un vrai travail de créativité parce que tu arrives à le mettre au goût du jour sans pour autant dénaturer la chose. Et là aussi, on a un fort point de créativité, c'est dans les musiques. En regardant Ghostbusters Afterlife, j'ai retrouvé la musique des films des années 80. Et pareil dans Matrix, on a retrouvé un peu cette patte musicale que Matrix avait amenée lors du début des années 2000, mais rehaussé de nouvelles choses en fait. Et essayer de faire ça en fait, c'est quasiment plus dur que de créer puisque tu dois créer en ayant des limites mais tout en apportant de la nouveauté. Et ça, c'est un pari que je trouve les deux films ont réussi à tenir en fait. Et donc, on en arrive au dernier point qui est que finalement, c'est ça, c'est qu'on est content que ces films-là existent parce que Hollywood fait trop souvent des reboots / des remakes en prenant le public pour un con. Si on prend le reboot de Ghostbusters, celui de 2016, c'est infâme parce que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils nous disent ce que vous avez aimé et ce qui existait avant, ça n'existe plus. Et en plus, vous avez été des gros cons pour l'avoir aimé parce que ce qu'on vous sert maintenant, c'est vachement mieux. Et en fait, prendre son public pour un con, prendre son client pour un con, dans un espace de rentabilité, c'est jamais une bonne idée. Hollywood est marqué de films reboot qui sont infâmes. Karate Kid, c'est pareil. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a un type de reboot, de remake qui fonctionne. Notamment, on le voit donc avec Ghostbusters, on le voit aussi avec Matrix, mais on le voit aussi avec Creed, qui, pour ceux qui ont vu la saga Rocky, Creed est vraiment le meilleur reboot qu'on puisse faire de tous les temps. Bref, je vous encourage vraiment à voir Creed parce que pour moi, c'est d'abord regarder Rocky puis après regarder Creed parce que vraiment, c'est le meilleure forme de reboot qu'on puisse faire. Et Ghostbusters, Matrix, justement, s'en sortent et gagnent ce pari-là selon moi. C'est pour ça qu'on peut vraiment être content que ces films-là existent et qu'il faut les encourager dans le sens que Hollywood va faire des remakes. Hollywood est là pour faire du fric, Hollywood est là pour être rentable. Et donc nous, notre seul moyen d'action qu'on a en tant que spectateur, c'est de l'encourager dans quelle direction aller. Et je pense que cette direction-là, c'est la meilleure. Ce type de reboot, c'est là où on peut faire quelque chose à notre humble échelle. Mais c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Et c'est un peu ça le problème. Et c'est un peu ça où j'ai un peu du mal aussi à vouloir encourager ce genre de film parce qu'on en arrive à la décision de se dire ah ok, j'ai que ça, donc je vais encourager ça. Parce que évidemment qu'il y a plein de défauts dans ces films et c'est justement ça qu'on va voir dans la troisième partie, dans la partie nuances. Donc, on peut bien évidemment apporter des nuances à ces films, notamment pour Ghostbusters Afterlife, donc, où le scénario est relativement faible, c'est-à-dire qu'on a vraiment un scénario qui ressemble beaucoup trop au premier, bien que finalement ça soit ultimement la suite, puisque c'est là d'où vient a priori le grand méchant du premier. Finalement, le scénario en tant que tel, j'ai pas eu de surprise, il y a une énorme facilité scénaristique avec le retour des anciens, puisque bien que la petite fille de Vecman appelle un des anciens Ghostbusters, ça aurait pas coûté grand chose de voir Stanz appeler donc les deux autres Ghostbusters pour leur dire je pense que finalement Spengler avait raison, il faudrait peut-être y aller, c'est-à-dire qu'il débarque vraiment de nulle part juste pour créer un effet de surprise, mais c'est très mal amené, c'est très mal fait, mais voilà, c'est une énorme faiblesse quoi, c'est vraiment mal écrit. Pareil pour Matrix qui finalement toutes les scènes sont rythmées par la nostalgie. Alors oui, c'est un peu le message du film, il y a vraiment aucun effort qui est fait finalement pour essayer de changer un peu les scènes, c'est que toutes les scènes importantes sont basées sur la nostalgie. Finalement, il n'y a rien vraiment de surprenant, si vous voulez. Et dans chacun des films, il y a des longueurs. Dans chacun des films, le jeu d'acteur est pas forcément au top tout le temps. C'est pas fantastique, quoi. Ça décolle pas la rétine dans les deux cas. Et globalement, en fait, c'est bon, c'est pas très bon, c'est moyen plus. Donc, ce sont des films dans lesquels l'extra est fort, dans lesquels finalement, on ne retiendra pas forcément grand chose. On va pas en retenir quelque chose de très mauvais, mais on va pas en retenir quelque chose de très
très bon non plus. Ça va être comme je l'ai dit, un moyen plus. Si je devais donner une note à ces deux films, je pense que Matrix, j'ai bien aimé le message et comment ça nous amène un peu à réfléchir sur notre consommation du cinéma, etc. Je le mettrais 7 sur 10. Ghostbusters, à peu près, je mettrais 6,5, 5 parce que j'ai passé un bon moment. Mais en tant que tel, c'est des bons films du dimanche soir en fait. Forcément, ça marquera pas l'histoire du cinéma et ça, c'est dommage. Et donc maintenant, ça nous amène à la conclusion de la vidéo. Mr. Anderson. Alors finalement, ces films ne sont pas mauvais. On peut pas les qualifier de purement mauvais. Les gens qui ont dit ça sont de mauvaise foi. Et ce sont notamment des très bons reboots comme on l'a vu dans la deuxième partie. Et finalement, la vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'on est content que ces films-là existent, mais est-ce qu'on doit se satisfaire de ces films-là? Est-ce qu'on doit se satisfaire de ces reboots forcément au détriment de la créativité? Est-ce qu'on doit encourager Hollywood à perpétuer cette voie-là qui tend à vouloir toujours reproduire la même chose parce que c'est rentable et qu'on ira le voir? Ou alors, est-ce qu'on devrait lui envoyer un message de lui dire finalement ça serait mieux si ces films là floppaient et que lorsqu'il y a des nouveaux films qui prennent des risques, on aille le voir. Pour l'instant malheureusement c'est anecdotique, notamment le dernier qu'il a fait, c'est Dune, que je vous encourage aussi à voir, mais Denis Villeneuve, donc le réalisateur du film, a dû prendre son courage à deux mains et a dit moi dans tous les cas je ferai 2 films, mais le deal c'était on n'en fait qu'un, on voit si ça marche et si ça marche tu auras le droit à un deuxième. Donc est-ce qu'il aurait réellement fait le deuxième à perte au nom de la créativité, au nom du cinéma, au nom de l'art? J'ai envie de m'endormir le soir en pensant que oui. Parce que selon moi, il y a un entre-deux qui existe où on a énormément de créativité et en même temps quelque chose de très connu, qui sont pas réellement des reboots, mais qui sont, je pense, c'est plus proche du spin-off que du reboot, qui est donc de prendre un élément d'une franchise connue et de le retravailler d'une manière plus créative. Et là, notamment, je fais référence à l'excellent film qu'a été le Joker, qui a tout explosé au box-office et c'est largement mérité. Au lieu d'aller voir Le Roi Lion ou Spider-Man No Way Home, j'espère que le box-office et les gens continueront d'aller voir des films comme le Joker, continueront d'aller voir des films comme Dune, parce que c'est ces messages-là qu'on doit envoyer. Et quand ils vont nous ressortir un énième reboot, remake, live action d'un certain Disney, que ça sera des flops monstrueux et qu'on ira plutôt voir des choses qu'on n'a jamais vues au cinéma. Parce que malgré tout, Hollywood nous sert des films et c'est à nous de dire, c'est nous qui avons le dernier mot en tant que public, de dire si on aime ou on n'aime pas. Et on devrait un peu utiliser ce rôle. Donc voilà, ça conclut la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc en attendant, tu peux toujours venir me voir sur Twitch ou alors sur les différents réseaux sociaux qui sont juste là. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite.